Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, c'est toujours avec le même plaisir qu'Axel et moi, nous vous retrouvons. Bonjour Axel. Bonjour Philippe. Et aujourd'hui, en ce début de novembre, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Julie Dandurin. Bonjour madame. Professeure en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, agrégée, docteur en histoire, auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont on peut retenir notamment Colonialisme ou impérialisme, le parti colonial en pensée et en action aux éditions Hémisphère, Zélige, en 2017. Auteur également d'une biographie du général Gouraud, publiée chez Perrin en 2022. Et vous avez également publié un ouvrage extrêmement intéressant, La capture de Samori. J'ai découvert qui était Samori, ce grand chef africain, redoutable chef de guerre, et dont la capture par le futur général Gouraud, alors capitaine, signifie l'achèvement, ou a signifié l'achèvement de la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, madame, avec vous, nous allons évoquer les troupes coloniales, une histoire politique et militaire, titre de votre ouvrage publié aux éditions Passé Composé au printemps dernier. Alors, autant dire qu'en cette époque qui est la nôtre, où à la fois s'effacent, s'exacerbent et se mutilent les mémoires, et où s'opère une redistribution de la puissance au niveau mondial, dans laquelle n'est pas absente l'ancienne question coloniale, votre ouvrage érudit et qui renouvelle une vision de la colonisation, nous offre en réalité les moyens d'une réflexion en profondeur sur les visées coloniales, sur leur mise en œuvre via des moyens militaires dont l'emploi sur des théâtres extrêmement divers, tant du point de vue humain que de la géographie humaine que physique, eh bien, soulève de multiples problématiques politiques, économiques, administratives. Et c'est de tout cela que nous allons tenter, en une petite heure 30, de nous entretenir. Et nous avons, Axel et moi, toujours en tête cette tradition pour nos émissions, c'est de poser la question à notre invité, pourquoi cet ouvrage ? Très bien, merci beaucoup, messieurs, de votre invitation. Donc, pourquoi cet ouvrage ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agissait de faire un complément de recherche par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Vous avez eu la gentillesse de citer les ouvrages précédents et chaque ouvrage est dans la continuité du précédent, en quelque sorte. Et j'avais commencé à travailler sur l'histoire de la colonisation, d'abord pour répondre à des questions d'ordre personnel, une histoire personnelle qui m'intéressait et qui me liait à la Syrie, au Liban d'aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai voulu surtout travailler sur des archives et c'est comme ça que j'ai découvert le général Gouraud. Alors je l'ai découvert par des archives qui sont tout à fait spectaculaires pour un jeune historien. 500 cartons d'archives, c'est tout à fait considérable. C'est l'objet d'un travail de toute une vie, voire davantage. Et j'ai commencé à découvrir ce personnage, d'abord par la Syrie et le Liban, c'est-à-dire par la fin de sa carrière. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'il fallait revenir par le début de sa carrière. Et le début de sa carrière, c'est après Saint-Cyr. C'est pour lui la découverte de l'Afrique de l'Ouest et ce qui va constituer sa première grande étape dans sa carrière, c'est la capture de Samori en 1898, c'est-à-dire exactement au moment de Fashoda. Et je me suis, après ces premiers travaux, je me suis intéressée d'une manière générale à essayer de comprendre ce qu'était un colonial. Je ne venais pas du milieu militaire, donc pour moi, c'était très compliqué de comprendre ce qu'était un militaire, les engagements d'un militaire, d'un officier, et puis ensuite de comprendre l'engagement dans la colonisation. Pourquoi on s'engage dans la colonisation ? Il peut y avoir un engagement d'ordre idéologique, mais il peut aussi ne pas y avoir d'engagement d'ordre idéologique. Donc la question, c'était de comprendre tout ça. Et j'ai fait ce qu'on fait assez classiquement, c'est-à-dire une biographie d'un personnage. Et la biographie du personnage m'a amené à raisonner de façon globale, c'est-à-dire à me rendre compte qu'au fond, Henri Gouraud était différent de Charles Mangin, était différent de Bornis Desbordes, de Brière de Lille, de tout un tas de personnages que je croisais. Et très rapidement, après avoir fait ma biographie du général Gouraud, j'avais déjà commencé à faire ce qu'on appelle dans notre jargon une prosopographie des coloniaux, c'est-à-dire une enquête sociale sur à peu près à l'époque 250 coloniaux.
je me suis dit qu'il fallait aller plus loin et faire une histoire de ces troupes coloniales pour en comprendre la complexité. Alors la complexité, c'est quoi? C'est d'abord une complexité d'ordre militaire, puisqu'il y a différentes catégories. Il y a les marsouins, les bigorres, les tirailleurs de toutes sortes, sénégalais, anamites, etc. Et il fallait arriver à comprendre comment tous ces hommes avaient pu fonctionner ensemble. Donc ça a demandé beaucoup de travail. Et ça a été l'objet de cet ouvrage qui est issu d'une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire une deuxième thèse. Et il fallait pour moi montrer à la fois la dimension militaire de cette formation, mais également de montrer son substrat politique. Pourquoi la France avait voulu coloniser tous ces territoires. Alors ces territoires sont très divers. C'est Oui, une des nombreuses caractéristiques de votre ouvrage, c'est de nous faire découvrir que les troupes coloniales, ça n'est pas que l'Afrique. Et c'est vrai que bien sûr. dans nos connaissances ou dans l'imaginaire qu'on peut avoir, on associe les troupes coloniales principalement à l'Afrique et notamment à l'Afrique noire. Et je crois que pour planter le décor de notre sujet, il est important d'avoir une analyse géographique, c'est-à-dire quelles sont ces étendues sur lesquelles ces troupes coloniales, en effectif finalement assez restreint, vont avoir à agir et à partir de quand. Donc, essayons donc, Madame, de brosser ce panorama géographique pour commencer l'émission. Très bien. Alors, effectivement, il faut revenir déjà à un cadre à la fois chronologique et géographique. Le cadre chronologique, c'est de considérer que ce que nous appelons habituellement la colonisation, ça correspond à un deuxième temps de la colonisation. On parle parfois de deuxième colonisation. La première, c'était les vieilles colonies à l'époque moderne, ce qu'on appelle l'époque moderne. L'époque contemporaine démarre en 1789. Donc, à l'époque contemporaine, on est dans un deuxième temps de colonisation qui va se faire en plusieurs périodes. Il y a une première petite période coloniale à partir de 1850 avec une sorte de redécouverte des côtes africaines et des côtes d'Asie avec beaucoup de marins qui vont être à la manœuvre. Et c'est à ce moment-là que notamment un colonel comme le colonel Faidherbe va créer les tirailleurs sénégalais. Donc là, on est dans le mi-temps du 19e siècle. Mais le vrai moment de ce qu'on appelle la colonisation, hein, et qui aujourd'hui est résumé par la colonisation avec un grand C, c'est à partir de 1880. Et alors, pour nous, les historiens, bien sûr, on essaye de trouver la date, le moment de rupture, le moment de bascule, mais cette date, c'est entre 1878 et 1882. Pourquoi à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que les édiles politiques français, et en particulier Gambetta, décide de cesser de tourner en rond. C'est l'expression que l'on utilise. Cesser de tourner en rond, c'est tout simplement cesser de regarder la ligne bleue des Vosges et cesser de se lamenter de cette perte de puissance sur le plan continental. Et d'une manière générale, on peut comprendre la colonisation comme un changement de paradigme, c'est-à-dire que puisque l'ouverture continentale du côté de l'Est est fermée par l'Empire allemand, eh bien, il reste la possibilité de s'étendre vers le Sud. Et vers le Sud, c'est d'autant plus envisageable pour les édiles politiques de cette époque, puisqu'il existe déjà un ancrage algérien depuis 1830, que cet ancrage algérien envisage et autorise le développement d'un ancrage en Tunisie, qu'il y a en 1880 la possibilité pour les Français de s'installer plus durablement en Égypte, et que, en gros, toute l'Afrique du Nord devient un objet de développement. Et durant cette période, ce qui se passe, le grand changement de paradigme politique, c'est que, alors que la France avait été l'ennemi de l'Allemagne, elle devient l'ennemi de l'Angleterre sur le champ colonial. Et cette opposition va se marquer particulièrement en Afrique, mais l'Afrique n'est pas le seul champ de la compétition. Alors la compétition se fait également en Asie. Alors l'Asie, il y a eu une compétition très forte autour de l'Inde, au XVIIIe siècle, entre la France et la Grande-Bretagne. Mais au XIXe siècle, la compétition se fait principalement du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indochine, mais qui à l'époque est divisée en différents territoires, l'Annam, le Tonkin, le Cambodge. Il y a également une compétition en Océanie, pour les îles d'Océanie, mais qui sont, au moment où démarre la compétition coloniale africaine en 1880, c'est déjà partiellement réglé. Et on a tendance
à effectivement réduire cette compétition coloniale à l'Afrique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va être sur l'Afrique où la compétition va être la plus réelle et où non seulement elle va opposer les Français aux Anglais, mais elle va opposer, on oublie aussi assez souvent, elle oppose les Français aux Allemands, les Français aux Belges. Et en quelque sorte, on a toute l'Europe qui est en train de s'opposer par territoire interposé. Aujourd'hui, on pourrait dire par proxy, hein, c'est le terme d'aujourd'hui, sur ce terrain africain qui va être en fait l'objet d'une conquête qui va se faire en un temps très accéléré, si, au regard de l'échelle du monde, puisque cette conquête se fait en 20 ans, avec des moyens extrêmement réduits. Alors cette conquête en près de 20 ans amène à nous interroger sur les moyens militaires initiaux dont nous disposons à partir de 1880 pour la mettre en œuvre. Oui, juste une petite précision peut-être. Quel était l'objectif de la conquête? Est-ce que les Anglais, les Belges, les Allemands, les Français avaient-ils tous les mêmes objectifs, ou est-ce que c'était en France, on avait peut-être la question de la démographie qui nous travaillait, et d'essayer de trouver des ressources, en particulier humaines, supplémentaires dans les colonies? Alors, quand on travaille en tant qu'historien, on réfléchit à la progression chronologique, à essayer de replacer les positionnements des uns et des autres dans une chronologie la plus fine possible. À l'origine, il n'y a pas nécessairement de projet de conquête. C'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est vraiment un projet d'exploration. Et c'est, pour ainsi dire, la partie noble de cette période coloniale. C'est l'idée de découvrir l'Afrique, de cartographier cette Afrique, de la connaître sur un plan cartographique. Donc les premiers explorateurs, et donc c'est à partir de 1840-1850, les premiers explorateurs vont, ce qu'on appelle, combler les blancs de la carte, c'est-à-dire prendre une carte africaine qu'ils connaissent par ouï-dire, qu'ils connaissent par quelques voyageurs qui ont circulé et qui ont dressé quelques cartes, et essayer de compléter. Et ces cartographies qui vont être mises en place, qui vont être récupérées par les sociétés de géographie européennes, alors celle de Londres d'abord, celle de Paris, puis ensuite toutes les petites sociétés de géographie qui se créent dans l'ensemble des villes européennes, vont donner envie de découvrir davantage, et c'est là où les processus de conquête vont se mettre en place. Mais ce processus de conquête, après le mode exploratoire, eh bien, on peut considérer que c'est à partir de 1860-1870 que les idées de conquête se mettent en place. Et donc, il y a une série de théories qui arrivent. Elles viennent d'abord d'Angleterre, avec l'idée du Greater Britain, c'est-à-dire de l'élargissement du positionnement politique de la Grande-Bretagne dans le monde. Et naturellement, en réponse, eh bien, dans une compétition qui est une compétition, encore une fois, j'insiste, mais c'est parce que c'est très important pour comprendre la colonisation. La compétition est avant tout européenne. Les Français vont concevoir un principe de plus grande France en s'appuyant sur les comptoirs qui existaient précédemment, sur les positionnements qu'ils ont dans certaines mers du monde. Et puis petit à petit, des comptoirs, on va passer à l'occupation des territoires. Alors cette occupation des territoires, avec la décision politique qu'on passe d'une phase exploratoire purement intellectuelle, si on peut dire, à une phase d'occupation de conquête, le vrai changement en France, c'est 1878-1880, avec cette décision qui émane de Gambetta, de dire il faut donc prendre possession des territoires. Alors, pourquoi la date tourne souvent autour de 1880? C'est parce qu'il y a en 1881 deux possibilités pour la France, s'implanter en Tunisie ou s'implanter en Égypte. Et financièrement, la France est obligée de choisir. Elle ne peut pas envoyer des troupes sur les deux territoires, Tunisie et Algérie. Et pour des raisons qui sont liées à des raisons et de conquête et de combat, elle est obligée d'abandonner l'Égypte aux Anglais, qui vont, après le fameux combat contre Arabi Pacha, la bataille de Tel el-Kébir, vont prendre en quelque sorte possession de l'Égypte. Les Français se rabattent sur la Tunisie, qui devient par là un petit territoire concomitant de l'Algérie, et on en fait un couple Algérie-Tunisie. Et cet ancrage en Afrique du Nord va dès lors permettre à un certain nombre de gens qui sont dans l'environnement de Gambetta de penser que cet ancrage
algérois ou algéro-tunisien peut être le point de départ d'une conquête plus vaste. Et là, ils font la synthèse entre les explorations passées, et en particulier les explorations qui ont eu lieu au temps de Faidherbe, et leur ancrage en Tunisie, et ils décident de concevoir, de théoriser une conquête plus vaste de l'ensemble de l'Empire. Et ce personnage, qui est un personnage important mais tout à fait méconnu en France, c'est le personnage d'Eugène Étienne, qui a été un des élèves, un des disciples de Gambetta. Alors pour mettre en œuvre ces ambitions, il faut des moyens militaires. Mm. Et ces moyens, c'est l'objet de votre livre. Donc quand ces visions coloniales s'incarnent après 1870, de quels moyens militaires le pouvoir politique dispose pour les mettre en œuvre? Alors, la France donc a subi, comme tout le monde le sait, l'échec de Sedan en 1870. Et la grande transformation qui vient dans les 2 années qui suivent, c'est la très grande réforme de 1872 qui va donner naissance à la conscription. Cette réforme de 1872 est fondamentale aussi pour comprendre la colonisation et l'essor d'une puissance militaire, puisque cette réforme qui met en place la conscription va nécessiter de produire en masse des sous-officiers et des officiers. Et à partir de ce moment-là, on observe très bien, sur le papier, dans les archives, on le voit très bien, la France crée ce qu'on appelle l'Arche Sainte, enfin ce qu'on a appelé familièrement l'Arche Sainte, c'est-à-dire de donner une place éminente à l'armée, une place éminente par le nombre, tout en lui retirant la possibilité de s'exprimer politiquement. Donc on retire aux officiers ou aux gens d'active le droit de vote, mais on leur donne une mission qui est la mission de défendre le territoire métropolitain et également de participer à la puissance du pays. Donc avec cette conscription, la France se sent très forte et très puissante dans un premier temps et envisage dans les 10-20 premières années qu'elle va pouvoir se servir de cette conscription pour participer à la colonisation de l'Afrique. Et très rapidement, elle va s'apercevoir, les Français, les responsables français vont s'apercevoir qu'il est en réalité très difficile d'envoyer des Français en Afrique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de volonté du Français moyen de partir en Afrique, tout simplement parce que le Français moyen de cette époque-là, c'est un paysan essentiellement dans sa structure sociologique. Ce sont des paysans qui sont attachés à leur terre et qui ne voient pas, sauf questions financières majeures, comme par exemple la crise du phylloxéra, ils ne voient pas des raisons de partir dans un territoire où ils n'ont aucune attache. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va freiner considérablement les développements de la colonisation, c'est qu'à partir du moment où on utilise des Français pour les envoyer en Afrique, au départ, on envoie des hommes sans les préparer particulièrement sur un plan sanitaire. Et les hommes meurent en masse de maladies, toute une série de maladies qui sont assez rapidement bien identifiées par les médecins. Et au moment où les édiles politiques prennent conscience des problèmes qu'on appelle d'acclimatement ou d'acclimatation des individus, eh bien, la colonisation est devenue un enjeu d'ordre politique et de compétition avec l'Angleterre. Et là se pose la question de comment entrer dans la compétition avec l'Angleterre en ayant la possibilité d'avoir des ressources. Alors je vous interromps parce que vous évoquez la question de la ressource, des risques médicaux afférents à une population européenne qui serait employée sur des théâtres extérieurs. Est-ce que chez nos rivaux européens, notamment les Britanniques et puis les Allemands qui s'engagent aussi en Afrique, on retrouve cette problématique de fragilité de population européenne et de recours nécessaire à des troupes indigènes? Alors, effectivement, on a le problème de la résistance du corps humain est le même chez les autres Européens, mais on a des pratiques de recrutement qui sont différentes selon les territoires. Alors, en France, pour revenir au recrutement, on va avoir une division en quelque sorte des forces qui vont se faire selon que l'on relève de la marine ou de l'armée de terre. Et la marine, donc, ce sont les marins. Sur les navires de la Royale, de ce qu'on appelle la Royale, il y a des fantassins
qui viennent de l'armée de terre, ce qu'on appelle l'infanterie de marine. Il y a également sur ces navires des officiers qui sont chargés de l'entretien de l'artillerie, on les appelle les artilleurs de marine, et ces artilleurs et ces fantassins de la marine sont surnommés respectivement les bigorres et les marsouins. Alors ce sont eux qui vont être chargés des premiers développements de la colonisation, mais ces forces sont des forces extrêmement réduites. Sur un bateau, c'est une dizaine d'hommes à chaque fois, sur chaque bateau, c'est vraiment très peu de choses. Et donc très rapidement, à partir de 1880-1885, donc la conquête commence en 1878-1880, en 1885, les premiers responsables militaires sur place, comme par exemple Gallieni, ont compris que l'acclimatement des Blancs est compliqué et qu'il faut recourir aux forces locales, c'est-à-dire aux tirailleurs, ce que l'on appelle déjà les tirailleurs sénégalais qui ont été créés par Faidherbe en 1857. Et donc, on commence à développer dans les postes en Afrique, en particulier à Dakar, à Saint-Louis, des recrutements qui sont des recrutements de troupes locales. Alors la question c'est pourquoi ces hommes s'engagent, pourquoi on s'engage à l'armée ? Eh bien tout simplement parce qu'on s'engage pour être nourri, logé, blanchi, si je peux me permettre cette expression, et tout simplement parce que, comme on le dit aujourd'hui familièrement à l'armée, la soupe n'est pas très bonne, mais au moins elle est régulière. Et c'est ça qui explique l'engagement tout simplement de ces tirailleurs sénégalais, c'est qu'on est dans des territoires qui sont des territoires assez peu développés, où finalement l'engagement à l'armée permet d'avoir une vie de famille à peu près régulière. On est engagé pour des périodes de 5 ans, 8 ans, on peut être réengagé, et un Africain peut espérer être engagé pendant à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années au maximum, et recevoir à l'issue, s'il a été engagé en tant que titulaire, une pension à l'issue de son engagement. Donc c'est un élément de promotion sociale, la présence de l'armée française en Afrique, et cette capacité de promotion des populations locales explique très largement le succès de l'armée française en Afrique, succès qui est aujourd'hui méconnu et qui n'est pas non plus très bien circonscrit parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur les engagements qui ont été faits réellement, les réengagements et la façon dont les relations se sont faites sur les territoires. Mais en tous les cas, on a une armée française qui est une armée de mer, la marine, une armée de terre forgée avec les marsouins et les bigorres pour l'Afrique noire, les tirailleurs, et puis plus au nord, en Afrique du Nord, qu'on n'appelle pas l'Afrique du Nord à l'époque, mais qu'on appelle l'Afrique blanche, et ça a de l'importance, vous allez le voir pour la suite, quand on parlera de Mangin. Cette Afrique blanche, on a une armée qui est une armée métropolitaine, et que l'on appelle l'armée d'Afrique. Il faut bien distinguer des troupes coloniales, parce que dans l'imaginaire français, on a tendance à mettre sous le même vocable, parfois soit d'armée d'Afrique ou coloniale, des unités qui sont très différentes. Très différentes. Je crois que pour la bonne compréhension de nos auditeurs, un petit rappel sur le distinguo entre finalement ces forces qui sont consacrée à la défense de l'Afrique blanche, et puis celle qu'on retrouve non seulement en Afrique, mais aussi en Asie. Voilà. On a une différence. Alors, est-ce que cette différence, on y reviendra peut-être par la suite, au plan du commandement, elle se marque, ou de la gestion, par des appartenances à des ministères différents ? Parce qu'on a des subtilités intra ou interne au monde militaire, mais il faudra aussi évoquer la question de ces subtilités politico-administratives où on a des hommes qui sont employés par les uns, gérés par les autres, payés par d'autres. Donc je crois que pour la clarté du patchwork, dire quelques mots sur ces particularismes. Voilà, effectivement. Alors c'est ça qui rend la question de troupes coloniales et de l'armée coloniale en général très compliquée à comprendre, parce qu'il faut reprendre les choses dans l'ordre chronologique. C'est aussi simple que ça, c'est la chronologie qui commande tout, et ensuite c'est une série d'empilements de dates par adjonction successive. Donc au premier temps de la colonisation de l'Afrique, parce qu'il faut quand même commencer par là, c'est la colonisation de l'Algérie, donc à partir de 1830, avec une colonisation progressive, à partir de 1840-45, sous Bugeaud, avec Bugeaud, on passe à une colonisation pérenne. Et là, les formations qui sont envoyées en Algérie, ce sont des formations métropolitaines. Donc, ces formations métropolitaines qui partent en Afrique du Nord, à l'époque, l'Algérie, on n'appelle pas ça l'Algérie, stricto sensu, on appelle ça l'Afrique. Donc, l'armée qui est envoyée
en Afrique du Nord, on va l'appeler tout simplement l'armée d'Afrique. Et elle prend ce nom, ce surnom, à partir de 1873. On l'appelle également le 19e corps, puisque après la refonte de l'armée en 1872, on recrée des circonscriptions en France. Il y a 18 corps. Il y a un corps d'armée à Alger, comme il y en a un à Poitiers ou à Metz. Exactement. Et c'est le 19e corps à Alger. Donc le 19e corps, c'est l'Algérie et la Tunisie qui forment un ensemble. Et c'est également ce qu'on appelle l'armée d'Afrique. Alors, là, dans cette armée d'Afrique, on n'a que des métropolitains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes. Ils n'ont pas de spécialité africaine. Ils n'ont pas une identité africaine bien reconnue par leur commandement. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils vont en Afrique ? Eh bien, ils vont en Afrique comme aujourd'hui, on pourrait partir en OPEX. C'est-à-dire qu'ils vont en Afrique parce qu'ils reçoivent un surcroît de primes quand ils partent en Afrique. Alors, ils partent sur des périodes de un peu moins d'un an. Ils font un séjour à Alger, à Tunis et dans les casernes. Et ils ne subissent pas trop les problèmes d'acclimatement parce que le climat est un climat globalement méditerranéen. Alors, ceux qui vont plus au sud, dans le désert, comme par exemple la Légion étrangère, eux sont plus aguerris que les autres. Mais ceux qui sont au nord n'ont pas de spécialité coloniale stricto sensu. Mais cette armée d'Afrique n'est composée que de soldats de métier, ou elle a recours, puisqu'il s'agit de métropolitains, également à la conscription. Alors, elle a recours à la conscription à partir de 1872, une fois qu'elle va être mise en place, puisqu'on part par régiment entier. Mais ce ne sont pas en dehors de la Légion étrangère qui a une composante expéditionnaire qui est très marquée, les autres n'ont pas nécessairement une composante expéditionnaire. Et c'est justement ce qui change en 1880, quand la France décide de coloniser l'Afrique. Elle décide de créer une formation qui va être une formation expéditionnaire et dont la spécialité va être de pouvoir partir et de pouvoir partir rapidement. Et donc, ces formations existaient déjà prioritairement sur les navires de la marine, ce qu'on appelait l'infanterie et l'artillerie de marine. Et ces formations vont, à partir du moment où elles vont prendre de l'ampleur, donc il va y avoir des recrutements chiffrés qui vont être plus importants, donc je donne des chiffres dans le livre, eh bien ces formations vont exiger d'être rattachées à l'armée de terre. Alors pourquoi elles exigent d'être rattachées à l'armée de terre ? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont formées par l'armée de terre, elles sont embauchées par la marine à l'époque où elles sont infanterie et artillerie de marine, mais mal considérées par la marine. Elles ne touchent pas des primes, elles ne reçoivent pas la Légion d'honneur aussi souvent qu'elles le souhaiteraient, et elles réclament à passer à l'armée de terre. Et finalement, ce qui va décider du changement, ce qui va donner naissance à la création des troupes coloniales stricto sensu en 1900, c'est la campagne de Chine. En 1900, il y a une grosse campagne qui s'annonce en Chine, avec l'idée de faire en Chine ce qui s'est passé en Afrique, c'est-à-dire le partage de la Chine par les puissances européennes. Et pour partir en Chine, eh bien, il faut que la France avance en ordre avec une structure qui soit bien organisée. Donc le gouvernement français accepte de former les troupes coloniales, qui sont désormais, à partir de ce moment-là, tout à fait distinctes de l'armée d'Afrique, distinctes de la marine. Donc on a 3 ministères. On a le ministère de la Marine qui gère les navires, le ministère de la Guerre, qui continue à gérer l'armée en France, en métropole, mais qui a aussi une composante coloniale avec ses troupes coloniales. Et puis, en Afrique du Nord, on a le ministère de l'Intérieur qui a voix au chapitre sur ce qui se passe d'un point de vue politique et qui emploie aussi des troupes dites de l'armée d'Afrique. D'où l'importance de la loi du 7 juillet 1900, qui consacre l'autonomie de ces troupes coloniales. On ne parle pas d'armée coloniale au sens législatif du terme, donc de troupes coloniales avec une hiérarchie qui est semblable à celle du reste de l'armée de terre, mais avec un budget spécifique, vous l'écrivez bien, avec un service de santé spécifique et avec un corps de commissaires, chargés de l'administration, spécifique également, avec un régime propre aux officiers. Je crois que, notamment pour les questions de traitement, puisqu'on parle de solde pour les sous-officiers et de traitement pour les officiers, à cette époque-là, entre autres, donc on a une loi qui consacre l'autonomie de cette armée coloniale, mais qui arrive après quasi 10 ans ou même 20 ans de conquête. Donc il est peut-être déjà trop tard. On a un outil qui aurait pu ou qui aurait gagné à être autonome
un peu avant? Ou est-ce que cette loi n'est pas trop tardive? Alors, quand elle est forgée, effectivement, en juillet 1900, ça fait 20 ans que les Marsouins et les Bigorre réclament leur passage au ministère de la Guerre. Donc ça a été un combat politique, presque syndical, hein. On est là dans une défense d'ordre corporatiste. Et effectivement, ça arrive. Alors, est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard? Ça, c'est une question de positionnement. Mais en tous les cas, elle arrive alors que la conquête de l'Afrique est pratiquement achevée. Et que finalement, le système colonial est devenu très opaque, y compris pour les principaux responsables qui ne comprennent pas très bien où se situe le pouvoir. Et entre-temps, il y a un autre ministère qui a émergé, qui vient compliquer la donne, c'est le ministère des colonies, qui est apparu en 1894 et qui est un ministère, moi je qualifie très souvent de ministère croupion, qui n'a pas beaucoup de puissance, qui n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ses grands voisins que sont le ministère de la Marine, le ministère de la Guerre, le ministère des Affaires étrangères, qui est devenu responsable des protectorats aussi entre-temps. Et au fond, il y a une agitation ministérielle sur le champ colonial qui explique qu'il est très difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, ces troupes coloniales, elles, sont plutôt bien identifiées à partir de la loi de 1900. Et effectivement, ce qui est créé en 1900, c'est tout simplement un corps expéditionnaire qui est globalement assez conséquent. On se situe entre 35 et 40 000 hommes, avec toute une hiérarchie qui va donc effectivement jusqu'au grade de général et qui permet aux officiers supérieurs de pouvoir devenir des généraux de brigade au sein des troupes coloniales sans être en lien avec l'armée de terre métropolitaine, et qui leur permet surtout de partir en tant que de besoin sur des théâtres d'opération qui sont très loin, et notamment là c'est la question de la Chine. Alors simplement, une fois que ces troupes coloniales vont être créées, elles sont créées officiellement en juillet 1900, elles vont mettre un an et demi à se mettre en place. Et à partir de 1902-1903, on s'aperçoit déjà que la loi est pas assez puissante, pas assez suffisante, et que, tout simplement, pour reprendre une expression très familière à l'armée, l'intendance ne suit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les financements suffisants pour alimenter toute cette armée. Alors j'avais deux questions qui tiennent pour la première à la sociologie militaire et puis la deuxième à la relation entre le commandement des troupes de marine, des troupes coloniales et puis le commandement métropolitain. La première, c'est que vous évoquez les Bigorre et les Marsouins. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour définir, dire d'où viennent ces appellations. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est que vous dites, parce que le recrutement des artilleurs était, pour les officiers, était principalement de Polytechnique, pour les artilleurs de marine, on n'a pas la même mentalité que chez les Marsouins, dont beaucoup d'officiers proviennent de Saint-Cyr, et que on n'a pas forcément la même vision de la colonisation, et on n'a pas la même vision de la relation entre le commandement et la troupe. Donc j'aimerais que vous nous commentiez un petit peu ces différences sociologiques. Puis la deuxième chose, c'est que 1900, on est à 14 ans du premier conflit mondial. L'effort militaire français, il est en direction de la frontière de l'Est, et que dans les travaux de l'école de guerre, à cette époque-là, c'est surtout le futur conflit avec les Allemands qu'on prépare. Et comment les généraux d'origine, des troupes coloniales vont trouver leur place dans ce monde militaire qui est tourné vers l'Est? Est-ce qu'on les considère comme des individus un peu annexes, un peu marginaux? Est-ce qu'il y a une vraie cohérence du corps des officiers généraux et du corps des officiers en général, alors qu'on a une vision coloniale des choses, et puis de l'autre côté, une vision principale, c'est la question de l'Allemagne? Alors, je vais reprendre sur la question des profils sociologiques. Oui, alors quand on travaille sur les profils sociologiques de ces Marsouins et ces Bigorre, c'est tout à fait passionnant de découvrir que ce sont deux mondes idéologiquement différents.
très clairement différents. Donc les Bigors sont pour les officiers issus de Polytechnique. Et Polytechnique a une tradition républicaine qui est ancrée très loin dans le 19e siècle. 1830, ils ont participé aux révolutions de 1830. Enfin, ce sont les héritiers de 1789. Ils ont participé aux révolutions de 1830, 1848. Et chez eux, on a très clairement un esprit saint-simonien qui est développé. Donc j'explique un petit peu ce qu'est l'esprit saint-simonien. C'est l'idée que le progrès et que les polytechniciens sont capables d'apporter par leur maîtrise de la technique et des mathématiques, que ce progrès va pouvoir permettre l'union de l'Orient et de l'Occident. Ces Saint-Simoniens, ce sont eux qui participent à la construction du canal de Suez, ce sont eux qui ont pour projet de participer au développement de l'Afrique, qui ont été dans l'environnement de Napoléon III avec Ismaël Urbain, qui sont plutôt indigénophiles, on va utiliser cette expression, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux Arabes, qui vont être arabophiles, arabophones, qui vont apprendre l'arabe et qui participent de l'idée qu'on peut créer un royaume arabe comme l'avait rêvé à un moment Napoléon III. Chez les Marsouins, on a un environnement intellectuel qui est assez différent. Et c'est l'héritage de Saint-Cyr tel qu'il a été créé par Napoléon. Il veut des officiers qui sont des officiers rudes, compétents, capables d'aller sur le terrain. Et à partir du Second Empire, on voit apparaître à Saint-Cyr des officiers qui partent dans les opérations extérieures voulues par le Second Empire. Donc c'est la Crimée, c'est le Mexique, c'est toute une série d'opérations qui préparent en quelque sorte le terrain aux opérations coloniales de plus grande envergure qui auront lieu par la suite. Et là, chez eux, on ne retrouve pas cette idée de saint-simonisme, il n'y a pas ce projet saint-simonien. On voit plus clairement des projets de domination et de conquête et d'installation des méthodes françaises aux dépens des Anglais et aux dépens des Allemands qui sont les concurrents. Donc on voit très bien qu'au sein de ces formations, Marsouin et Bigorre, il y a des différences sociologiques très importantes et c'est plutôt ce qu'on appelle la marsouille, c'est-à-dire les Marsouins qui vont l'emporter puisque numériquement ils sont plus importants que les Bigorre. Et dans le deuxième temps de la colonisation, entre 1880 et 1900, les Bigorre vont refluer sur le terrain africain et sur les terrains d'Asie. On va les voir beaucoup moins parce que ça va être pour eux le grand moment du développement des manufactures d'armes, des arsenaux en métropole et ils seront plus présents en métropole que sur le terrain. Donc l'esprit qui finit par l'emporter, c'est l'esprit des Marsouins. Et cet esprit des Marsouins, c'est un esprit de conquête des territoires et de planter de drapeaux, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'installer sur place. Justement, parmi ces Marsouins, vous évoquez le fait de s'installer sur place, ont-ils tous la même approche ou la même perspective concernant l'implantation? Vous parlez dans votre livre, je crois, de Gallieni avec la tache d'huile, et puis vous avez Savarnang Brazza qui, lui, a une approche beaucoup plus humaniste. Est-ce qu'il y a des écoles différentes? Alors oui, il y a beaucoup d'écoles différentes. Alors, en fait, ces écoles, ce sont des écoles générationnelles, tout simplement. La première école, on peut considérer que c'est celle de Faidherbe. Faidherbe est un officier du génie. Il est Polytechnicien. Voilà, c'est un polytechnicien aussi, officier du génie, très indigénophile. Il épouse maritalement une Africaine, il a un enfant métis. Et lui, c'est cette première génération très saint-simonienne. La génération qui va suivre, on va retrouver les influences là, de l'armée d'Afrique aussi, parce qu'il y a des influences entre les différents groupes. Et on va avoir cette époque qui caractérise le début de la conquête, 1880, l'époque dite des Soudanais, où là on a des Bigorre, mais qui mènent une guerre qui est une guerre dure à la Bugeaud. Pourquoi la guerre est dure alors que ce sont des Saint-Simoniens? Eh bien tout simplement parce que là on a des conditions tactiques qui exige ce que Lyotet appellera une guerre en coup de lance, c'est-à-dire une guerre qui se fait 6 mois dans l'année, et pendant les 6 autres mois, il faut refluer sur la côte parce que c'est la saison des pluies. Et à l'issue de ces guerres soudanaises, qui vont entraîner des débordements, et notamment le débordement de l'affaire Voulet-Chanoine, qui est une histoire de massacre de populations africaines, eh bien, les officiers coloniaux, entre eux, vont avoir des raisonnements sur comment il faut justifier cette guerre coloniale. Et là, on arrive à la période d'officiers qui viennent d'Asie, avec Penquin,
avec Théophile Penquin et avec Gallieni, qui sont passés par l'Asie, qui passent par Madagascar, qui mènent des guerres extrêmement dures, sont pas mais qui vont se sentir obligés de théoriser une guerre juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste ? C'est de tout simplement arriver à trouver le vocabulaire qui va permettre d'expliquer à Paris ce que l'on fait. Ils sont toujours à 4000 ou 5000 kilomètres et les informations entre Paris et les territoires sont longues et compliquées. Et donc, Gallieni va être un des tout premiers à théoriser non seulement la pacification, c'est lui qui fait émerger ce vocabulaire de pacification. Donc, il part du principe que les territoires sur lesquels les Français arrivent, ce sont des territoires en guerre. De ce point de vue-là, il n'a pas complètement faux. Ils entrent tous sur des territoires où il y a des compétitions pour les terres. Et ils expliquent que ce sont eux les juges-arbitres qui vont en quelque sorte résoudre les conflits. Alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en réalité, en arrivant, ils font la guerre eux aussi et qu'ils imposent la Pax Gallica en faisant également la guerre à tous ces individus. Et l'intérêt pour Gallieni de théoriser cette pacification, c'est qu'il va ensuite, d'un point de vue tactique, expliquer comment il faut procéder. C'est de là qu'arrive la théorie de la tache d'huile, c'est de dire que la France pénètre sur des territoires, non pas pour faire la guerre, mais pour pacifier les territoires, puis ensuite installer un marché, une école et éventuellement une église. Et cette théorie va se retrouver dans ce fameux vocabulaire de la tache d'huile. Comment procéder ? C'est un processus par cercle concentrique et on pénètre en imposant petit à petit cette Pax Gallica. Alors, cette théorie est proposée par Gallieni. Elle va être surtout valorisée ensuite par son disciple, qui est le jeune Lyautey, qui va valoriser ce discours. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces officiers ont besoin de justifier leur action sur le terrain et de disposer de financement. Il faut faire voter les budgets de la guerre. Chaque année, il faut les voter. Et donc, il faut avoir un discours qui soit un discours recevable par la Troisième République. Alors, cette Troisième République, et c'est là où c'est intéressant aussi très politiquement par rapport à aujourd'hui, par rapport au débat aujourd'hui sur la mémoire, c'est qu'au fond, cette Troisième République qui promeut la colonisation, c'est une Troisième République de gauche. Ce sont des républicains qui promeuvent cette colonisation. Gallieni est un homme que l'on pourrait classer plutôt centre-gauche. Lyautey est plutôt classé à droite en tant que monarchiste, mais en réalité, il est dans le sillage de Gallieni, qui est véritablement son mentor. Et les monarchistes, au même moment, les Français de droite, eux, que veulent-ils et comment perçoivent-ils la colonisation ? Mais ils ne veulent pas de la colonisation. Ils veulent que les Français conservent le regard tourné vers la ligne bleue des Vosges et ils veulent à tout prix la revanche. Et donc, dans les débats politiques et dans les débats parlementaires de la Troisième République, on a une opposition assez claire entre ceux que l'on appelle des républicains et ceux que l'on appelle droite ou droite légitimiste, qui, eux, ne veulent pas de cette colonisation. Alors, il va y avoir ensuite, après, dans les périodes suivantes et après la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres et surtout dans la Deuxième Guerre mondiale et suivante, une inversion des rapports par rapport à cette colonisation. Mais dans un premier temps, c'est bien la gauche républicaine, une gauche républicaine qui a voulu cette colonisation au titre, alors c'est l'objet d'un débat avec les historiens, au titre de ce que l'on appelle parfois la mission civilisatrice. Alors, cette mission civilisatrice, on l'utilise beaucoup en termes politiques, mais à titre personnel, dans les archives, moi, je ne l'ai jamais trouvé dans le vocabulaire d'un militaire. Je n'ai jamais lu qu'un militaire aille aux colonies au titre d'une mission colonisatrice. Ils sont assez clairs sur leurs objectifs. Soit ils y partent pour l'exploration, soit ils y partent pour servir leur pays, mais ils y vont très clairement pour la conquête. Et ils savent pourquoi ils y vont. C'est-à-dire que l'universalisme républicain, qui peut inspirer aussi la colonisation, n'apparaît pas dans les motivations concrètes des cadres des pas troupes, en tous les cas des officiers. Des troupes coloniales. Alors, et pas celle des sous-officiers non plus. Nous allons, chers amis auditeurs, interrompre un tout petit peu cette émission pour un petit bobino avant de reprendre notre passionnant entretien sur les troupes coloniales, en référence à l'ouvrage de Julie Dandurin que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, Les troupes coloniales, une histoire politique et militaire, publié au printemps dernier aux éditions Passé Composé. En 2024, Radio Courtoisie fête ses 37 ans.
Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 9 novembre à 11h en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Chers amis auditeurs, nous reprenons notre conversation sur les troupes coloniales et nous en étions à ce moment où nous évoquions les relations entre le haut encadrement des troupes coloniales et puis celui des troupes métropolitaines, puisque je rappelle qu'en juillet 1900, les troupes coloniales trouvaient un cadre législatif qu'elles n'avaient pas eu alors qu'elles étaient l'outil principal de la conquête coloniale. Alors comment ça va se passer entre ces généraux issus des troupes coloniales et puis les autres, alors que l'objectif central de la politique de défense, c'est de préparer la guerre contre l'Allemagne? Alors effectivement, l'armée est devenue à cette période-là donc une immense machine, et au sein de cette immense machine, il y a quand même deux groupes très distincts qui ne se reconnaissent pas et qui ne se comprennent pas très bien. Et les troupes métropolitaines méprisent globalement les officiers qui sont aux colonies en considérant que le service que l'on fait aux colonies n'est pas un vrai service de guerre. C'est-à-dire qu'on considère que se battre contre des tribus, que l'on imagine vaguement avec des saguets, ça n'est pas un vrai combat. Il y a là tout l'héritage de ces officiers passés par les écoles de Saint-Cyr ou de l'école de guerre, qui ont reçu un enseignement où la vraie guerre, c'est la guerre napoléonienne. C'est-à-dire une guerre de force égale et de force métropolitaine, enfin de force européenne, pardon, et l'idée de se battre contre des troupes avec des saguets, c'est pas sérieux. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde historiquement la chose, c'est que le mépris des uns renvoie aussi au mépris des autres, parce que au moment de la Première Guerre mondiale, quand la guerre va démarrer et que, par exemple, le général Pétain va avoir cette fameuse expression « le feu tue », les coloniaux savent déjà depuis très longtemps que le feu tue. Eux, ça fait très longtemps qu'ils pratiquent la guerre, une guerre qui est une guerre coloniale, qui est une guerre principalement de guérilla, mais qui a été une guerre très lourde, et notamment très lourde au moment du Maroc, au moment de la conquête du Maroc en 1912, qui est une guerre qui déjà s'approche par ces éléments tactiques de ce que va être la guerre métropolitaine. Donc ce sont des méconnaissances entre les formations métropolitaines et les formations coloniales qui se rencontrent en 1914. Alors, le commandement, c'est une chose. Les troupes qui constituent l'épine dorsale de ces troupes coloniales en sont une autre. Et justement, ces tirailleurs qui vont finalement dans l'imaginaire français caractériser nos troupes coloniales, quels sont-ils? D'où viennent-ils? On a souvent regroupé tout ça sous le vocable de tirailleurs sénégalais, mais en fait, ça n'est pas que ça. Qu'est-ce que l'on peut dire d'important sur ces tirailleurs quant à leur origine, leur spécificité, leur aptitude au combat, la façon dont on va les utiliser, avec leur famille, sans leur famille voilà, le tirailleur, qu'est-ce que c'est? Alors, le tirailleur, c'est effectivement un soldat qui est inventé en tant que tel par Faidherbe, par le colonel Faidherbe en 1857. Ce qui est inventé, c'est l'enrégimentement régulier. C'est ça qui est important à comprendre. L'enrégimentement régulier, ça veut dire que les soldats reçoivent une solde, ils sont enrégimentés dans des bataillons, premier bataillon, deuxième bataillon. Donc, premier élément en 1857. Et puis ensuite, une période de reflux où les bataillons existent, mais sont utilisés marginalement. Puis à partir de 1880, quand la conquête reprend, il y a un certain nombre d'officiers sur le terrain, et en particulier un officier, Charles Mangin, qui fait la campagne de Fashoda avec le capitaine Marchand, qui est chargé du recrutement de soldats qui sont à la fois dans ce qu'on appelle les colonnes. Il y a à la fois des soldats et à la fois des porteurs. Et Mangin se rend compte que les soldats qu'il recrute sont particulièrement efficaces. Alors, pourquoi Charles Mangin fait ce raisonnement d'efficacité? Eh bien parce que d'une part, il voit des soldats blancs qui tombent les uns après les autres de maladie. Il voit aussi des soldats blancs qui n'ont pas envie d'être recrutés en Afrique, qui veulent rester en métropole, qui veulent repartir en métropole. Et en regard, il voit des soldats noirs qui sont fidèles, dévoués
et surtout, ce qui va beaucoup frapper Charles Mangin, qui sont capables de se faire tuer pour leur chef, qui sont capables de se mettre au devant des balles pour protéger leur chef. Et ça, pour Charles Mangin, c'est le symbole même de la virilité, c'est le symbole même du soldat, du guerrier qu'il faut pouvoir enrégimenter. Et donc, Mangin et d'autres coloniaux vont commencer à réfléchir à un élargissement du système bataillonnaire qui existait. Militairement, ça veut dire qu'on passe à un système régimentaire et voire plus loin, à un système divisionnaire. Et donc, toute cette réflexion va cheminer dans les 20 dernières années, en quelque sorte, de la période qui précède la guerre, et va déboucher sur cette réflexion sur la force noire de Charles Mangin. Alors, cette réflexion sur la force noire de Charles Mangin est tout à fait passionnante à étudier dans sa chronologie, parce qu'elle fait des détours qui sont pour moi des choses intéressantes, parce que ça montre aussi la question des circulations des idées, ce qu'on appelle les circulations impériales. C'est-à-dire que Charles Mangin va concevoir la force noire parce qu'après avoir participé à l'opération Marchand, recruté des Sénégalais et d'autres de toutes composantes, il part servir 2 ans en Asie. Et en Asie, il fait face à la guerre russo-japonaise, il fait comme tout le monde, il observe cette guerre russo-japonaise et il découvre que le Japon est un pays extrêmement puissant qui va fondre sur l'Indochine. Et comme tous les Français de l'époque, comme tous les observateurs militaires de l'époque, tous les Européens craignent que le Japon devienne une puissance impériale. Avec le péril jaune. Et conçoivent le fameux péril jaune. Et à partir de ce moment-là, tous les militaires européens conçoivent l'idée d'un recrutement de ce qu'on va appeler beaucoup plus tard des supplétifs, des populations locales, dans des formations beaucoup plus larges. Et un des projets qui va naître en Asie, c'est le projet d'armée jaune de Théophile Penquin, qui va être un projet tout à fait progressiste, intellectuellement, d'esprit très saint-simonien, en disant on va construire une armée du soldat jusqu'au général, du soldat anamite jusqu'au général. Et quand Théophile Penquin propose ce projet à Paris, on lui répond « Mais vous êtes complètement fou de penser construire une armée du soldat jusqu'au général. Une fois qu'on aura forgé cette armée, ils nous mettront dehors. » Donc, existe le projet Penquin. Là, je vous interromps 2 secondes parce que ce que vous dites là est particulièrement intéressant dans la mesure où aux années 60, début des années 60, se posera quand même la question de savoir jusqu'où, pour les Algériens, on pouvait utiliser ou non la conscription. Pour la force jaune, c'était de savoir jusqu'où, y compris un général, on pouvait avoir une force locale puissante, mais qui risquait un jour de se retourner contre nous. Et donc c'est aussi une partie du débat chez les troupes coloniales, c'est jusqu'où on peut en disposer au service de la France et à partir de quand elle risque de devenir dangereuse. Dangereuse et de se retourner. Et ce que j'ai noté dans l'analyse de Mangin, que vous mettez en relation avec celle de son gouverneur, M. Merleau-Ponty, c'est que Mangin craint des troupes qui seraient musulmanes, et essentiellement musulmanes, parce que le risque, c'est qu'un jour, elles se retournent contre nous. Et donc, il préfère des animistes dans ses troupes. D'abord, ils sont bons soldats. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils cherchent l'agglomération ou la conglomération de tribus différentes. Et vous dites, il y a aussi l'idée de diviser pour régner. Donc, il y a quand même le paradoxe. C'est ce qui fait la force d'une unité militaire. C'est son indivisibilité, si je puis dire. Mais qu'il y a ces visions ethniques ou ethnologiques qui font que on recherche quand même la multiplicité des ethnies dans la mesure où elles sont bons soldats. Donc c'est du côté de Mangin, m'a-t-il semblé, une vision assez fine et profonde de la question des ressources. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que on est au moment où il publie publié chez Hachette, je crois, oui. C'est que c'est la question qui hante les élites de cette époque, c'est la question de la dépopulation et de la dénatalité. Et que la question de la ressource, Axel le disait au début de l'émission, elle se pose. Et au-delà, se pose la question du devenir des troupes coloniales au service, et je reviens à ma question sur l'antagonisme entre les 2 types de commandement, mais c'est peut-être le début de la fin de la spécificité des troupes coloniales, c'est que si elles sont nombreuses, on peut les employer en Europe. Et si on les emploie en Europe, elles sont comme les autres. Et c'est exactement ça. Alors, donc, Mangin, en fait, revient d'Asie avec l'idée qu'il faut augmenter
les tirailleurs, enfin la part des tirailleurs dans l'armée française. Et il va concevoir ce projet aux alentours entre 1907 et 1910, ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore eu les grandes crises, enfin, elles ne sont pas encore finalisées, les grandes crises franco-allemandes sur le Maroc et sur l'Afrique du Nord. Et il conçoit son projet parce qu'il y a un besoin à ce moment-là en Afrique de lutter contre des formations musulmanes, en particulier la formation Sénoussi, qui est du côté de l'actuelle Libye. Donc, il conçoit le besoin de former des troupes et il raisonne sur plusieurs champs, à la fois une question de nombre, ils ont besoin d'un nombre plus important, mais ensuite, à l'intérieur des formations, il va effectivement raisonner en se disant, il ne faut pas que dans nos formations, on ait aussi une trop grosse proportion de musulmans. Il faut qu'il y ait un équilibre entre animistes et musulmans. Alors, pourquoi pense-t-il ça ? Eh bien, précisément parce que la réflexion de Charles Mangin sur la force noire n'est pas, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, parce qu'en fait, il faut prendre en considération le contexte général de la colonisation, ça n'est pas pour lancer les forces africaines sur le continent et en métropole, mais c'est pour le lancer dans ce qu'on appelle encore l'Afrique blanche, c'est-à-dire le Maroc, qui est le lieu de compétition qui est en train de s'ouvrir en 1910-1911. On sait que la France va aller au Maroc. Et au Maroc, c'est le territoire d'un sultan qui va pouvoir mobiliser l'islam contre les forces d'occupation françaises. Et donc, Mangin conçoit son projet de force noire en disant « Attention, pas trop de musulmans, parce que sinon, une fois qu'ils seraient mis sur le terrain au Maroc, il pourrait faire alliance avec les musulmans locaux. » Mais du coup, son projet de force noire est un mélange de plein de considérations et qui sont à la croisée des chemins de toutes les... Il fait la synthèse, en fait, de tout ce qui existe depuis Faidherbe et avec ce qui s'est passé en Asie, c'est-à-dire ce besoin de force plus importante. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il faut voir ? Eh bien, il faut voir surtout qu'on a une préparation à la guerre qui est en train de se faire et que cette préparation à la guerre, c'est une préparation à la guerre par le nombre. Et on est déjà là dans une préparation à la Première Guerre mondiale. Moi, je fais partie de ces historiens qui disent que la guerre de 14-18, ça n'est pas 14-18. Elle a commencé bien avant et elle se finit bien après. Et elle commence bien avant sur le terrain colonial, puisque l'Afrique a été un lieu de compétition des Européens. Et elle se termine bien après, puisque je fais partie de ces historiens qui pensent que jusqu'en 1923, c'est-à-dire le règlement de la question turque, on est encore dans une sortie de guerre un petit peu longue qui empêche de penser que 1918 est la fin de la guerre. Donc, on est vraiment dans un moment où les officiers qui ont, et c'est ça aussi, c'est un élément intéressant, ils ont cette capacité, on a toujours tendance à croire que l'armée doit se taire et n'a pas son mot à dire. Ça, c'est une erreur, parce que la Grande Muette, ça ne veut pas dire que l'armée se tait, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de voter. Mais les officiers ont cette capacité à produire des textes pour justifier leur existence et pour expliquer comment eux voient l'emploi des forces dont ils auraient besoin. Et d'ailleurs, vous dites qu'un du génie des troupes coloniales, c'est qu'elles savent communiquer. Beaucoup, vous évoquez la création de la Revue des troupes coloniales. En 1909, on crée qui est un hebdomadaire, dont vous dites que c'est un organe qui défend les intérêts des troupes coloniales et de l'expansion française. Donc habilement, on joint l'intérêt corporatiste, si je puis dire, et puis l'intérêt politique. Et vous dites aussi que c'est une revue d'expression des officiers, que c'est le vade-mecum pour l'officier colonial avant de partir, mais c'est non pas une entorse à la Grande Muette, mais en tout cas, les officiers des troupes coloniales ont là un moyen de s'exprimer que peut-être on n'avait pas par ailleurs chez les métropolitains. Je dis bien peut-être. Mais est-ce qu'il y a un goût pour la plume chez l'officier colonial ? Oui. Alors, chez l'officier en général, parce que encore une fois, cette expression de Grande Muette, ça ne signifie pas que ils ont l'obligation de se taire. Ils ont l'interdiction de voter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais après 1870, l'armée, en réaction justement à la défaite de 1870, laisse la possibilité aux officiers, mais même aux sous-officiers, de s'exprimer. Il y a beaucoup de créations de presse. Et il y a des revues d'armes qui se créent en masse. Chaque arme a sa revue de l'infanterie, revue de cavalerie, et donc la revue des troupes coloniales. Et ces revues sont un lieu d'expression tout à fait corporatiste, effectivement, mais très important, et qui ont contribué à produire une quantité énorme
d'informations sur l'armée. Aujourd'hui, pour nous, ce sont des sources très, très importantes. Et ça fonctionne toujours de la même manière. Un officier essaye une idée, une théorie dans la presse périodique. S'il sent que l'idée fonctionne bien, il publie tout de suite après un livre. Et donc, on voit très bien la façon dont les idées des militaires progressent à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et en 1914, on voit parfaitement bien ceux qui sont les tenants de les yeux tournés vers les Vosges et la ligne bleue des Vosges, et partisans d'une ligne dure, d'une guerre à outrance, et puis la guerre coloniale qui procède aussi de son côté, qui est aussi une autre forme de guerre à outrance qui s'exprime sous un autre vocabulaire. Alors en 1914, la guerre éclate. Qu'en est-il de ces troupes coloniales qui sont confrontées quand même à la mission de garder les colonies, si je puis dire, et puis d'autre part, existe un corps colonial, le premier corps, dont le commandement est à Paris, donc on a des unités coloniales en métropole, Oui. Avec des garnisons. Alors, comment va être employé ce corps, et sur ces 4 ans de guerre, à l'issue, en 1918, mais peut-être selon vous plutôt au début des années 20, quel sera le constat fait sur ces troupes coloniales qui ont été utiles pour la conquête, mais dont la spécificité s'est émoussée au fur et à mesure que la guerre en Europe prenait toute sa place? Alors, dès le début de la guerre, donc la règle qui est imposée par Joffre, c'est de considérer que l'essentiel doit se faire en métropole et qu'il faut mettre de côté les colonies. Donc, ça va être tout l'art d'un officier supérieur général comme Lyautey de garder le Maroc alors qu'on lui avait demandé de laisser tomber le Maroc. Donc, il fait venir des territoriaux et en échange, lui envoie des forces qui sont des forces importantes en métropole. Et on va décider d'envoyer des troupes de tirailleurs, donc ils viennent de toute la boucle du Niger, mais la difficulté, c'est que d'abord, il faut trouver des navires pour les acheminer, donc ils ne partent pas tout de suite, il va y avoir un délai. Et puis surtout, c'est que à l'arrivée, ça n'est pas nécessairement bien organisé pour accueillir les tirailleurs sénégalais. Donc on va les incorporer dans les régiments. Très vite, ces régiments vont être des régiments mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des régiments dits de couleur, ce sont très vite, dès l'année 1915, des régiments mixtes. Et le problème que l'on va découvrir dès l'année 1914-1915, dès l'hiver 1914-1915, c'est que ces pauvres tirailleurs ne résistent pas au froid. De la même manière que les pauvres soldats français ne résistaient pas aux fièvres africaines, ils ne résistent pas au froid. Et là, c'est Gallieni, un colonial, qui est gouverneur militaire de Paris, qui décide de créer des centres d'hivernage. Donc, il y en a plusieurs, ceux de Bordeaux, enfin dans la région de Bordeaux, mais celui qui va vraiment devenir le grand centre d'hivernage, c'est le centre de Fréjus, où on envoie une partie de l'année les tirailleurs qui ne sont pas capables de résister au froid de l'hiver. Donc, les tirailleurs africains vont connaître, une grande partie d'entre eux, ce principe d'une guerre à mi-temps, en quelque sorte, être sur les terrains de combat à partir du mois de mars, mars-avril, et puis refluer vers les centres d'hivernage à l'automne, dès qu'il commence à faire froid. Maintenant, ils ont été enrégimentés de façon très régulière malgré tout, parce que les formations étaient ce qu'elles étaient, il fallait qu'ils soient sur le terrain. Et puis, ils ont participé à la guerre à égalité avec les soldats français. Alors, que gagnent-ils ? Ils gagnent une reconnaissance en tant que soldats et en tant que bons soldats. C'est-à-dire que ce qui disparaît pour eux avec la guerre, c'est qu'ils ne sont plus reconnus que comme des supplétifs. Ils gagnent cette catégorie de bons soldats obéissants. Oui, justement, vous évoquez le fait qu'ils sont tenus à même égalité avec les autres soldats. Il y a souvent une critique qu'on entend, c'est de parler de cette armée noire employée comme chair à canon, Oui. envoyée sur les endroits où ils n'avaient peu de chances de survie. Est-ce qu'il y a une réalité derrière cela, ou est-ce que finalement, pas plus que les Bretons ou les Languedociens, ils ont participé au combat au même niveau que les
les autres. Oui, alors cette histoire de la chair à canon, c'est quelque chose qui arrive après l'affaire du chemin des dames de 1917, parce que il y a un député noir qui fait partie, qui est un citoyen français, puisqu'il fait partie des 4 communes, et Blaise Diagne accuse Charles Mangin, toujours le même, d'être le boucher des Noirs et d'avoir sacrifié les Noirs sur le chemin des dames. Alors, les sacrifices ont été réels, hein, il ne s'agit pas du tout de critiquer tout ça. Les hommes ont été envoyés devant les mitrailleuses et se sont fait hacher menu. Mais il se trouvait que là, c'était les fameux soldats qui revenaient des camps d'hivernage au moment où on renvoyait des Blancs à l'arrière-front. Et de là est née cette idée qu'il y avait eu, les Noirs avaient servi de chair à canon. Alors depuis, les historiens se sont penchés sur cette question et chiffres à l'appui ont essayé de reconstituer, chiffres à l'appui, cette question, est-ce qu'on a sacrifié les Noirs plus que les Blancs? Et c'est l'historien Marc Michel qui a montré qu'il n'y avait pas... D'abord, il n'y avait pas de volonté de sacrifice des Noirs plus que des Blancs. Il n'y a pas de choix ni politique ni militaire de sacrifier l'un plus que l'autre. On les envoie par régiments qui sont des roulements régimentaires où on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont blancs ou noirs. Et puis, il s'est trouvé que certains régiments au moment du chemin des dames ont été sacrifiés, mais que c'était un concours de circonstances. Et chiffre à l'appui, Marc Michel a montré que les Noirs avaient été proportionnellement moins tués que les Blancs. Alors maintenant, on peut très bien discuter encore la question, parce que il y a cette question de l'hivernage qui pose question. Si on les avait mis sur le terrain en permanence comme les autres, peut-être que les chiffres auraient été plus importants. Mais ça se joue sur un pourcentage tout à fait infime. Mais en tous les cas, ce que nous savons historiens, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Voilà, pour reprendre des termes qui sont des termes forts, il n'y a pas d'intentionnalité de faire en sorte que les Noirs aient été tués plus que les Blancs. Alors je sais bien que les chiffres sont difficiles à cerner dans ces circonstances-là, mais sur la durée de la guerre, est-ce qu'on a une bonne idée des effectifs que les troupes coloniales auront déployés sur le terrain? Alors, les troupes coloniales sur le terrain pendant la guerre, c'est un ensemble de choses, parce qu'il y a les hommes qui sont sur le terrain au front, il y a ceux qui sont à l'arrière, et il y a également les travailleurs, hein. Donc, quand on a les chiffres, on a des chiffres qui sont des chiffres globaux, et puis, par ailleurs, sur l'ensemble des 4 années de guerre, les critères n'ont pas toujours été les mêmes. Donc, c'est assez compliqué de tout reconstituer. Mais en tant que combattants, c'est un peu moins de 200 000 combattants qui ont investi le terrain de guerre. Et il faut comparer ces chiffres qui oscillent entre 150 000 et 200 000 aux 8 millions de poilus, hein, qui permet de relativiser. La France métropolitaine a été défendue essentiellement par les poilus, plus que par les troupes de tirailleurs. Enfin, il faut que les choses soient claires sur cette question-là. Une question me vient sur sur le problème de l'encadrement, parce que on évoque la troupe et son recrutement, mais pour ce qui concerne son encadrement, est-ce qu'on aura quelques sous-officiers indigènes, des officiers pratiquement pas? Vous citez le nom d'un lieutenant en 1918, mais donc première sous-question, comment sont-ils encadrés? Et puis la deuxième chose, comment communique-t-on avec des soldats qui, sauf exception, ne comprennent pas le français? Alors effectivement, ça a été un des grands enjeux, notamment de Charles Mangin. Donc, dans son livre de la Force noire, il dit qu'on pourra enrégimenter des soldats et les pousser jusqu'au grade de capitaine, ce qui peut paraître médiocre, mais en réalité, quand on regarde, y compris pour des Saint-Cyriens et des polytechniciens, la moitié finissent leur carrière au grade de capitaine, donc ça correspond aux standards de l'époque. Et il y a quelques sous-officiers noirs qui deviennent effectivement officiers, mais c'est une très petite minorité. Alors, on travaille en ce moment à essayer de les identifier, de mieux savoir et de mieux comprendre leur carrière. Alors, la question, c'est pourquoi ne deviennent-ils pas de façon massive officiers? Il faut tout simplement se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un officier et à quoi sert-il? Un officier, c'est quelqu'un qui émet des rapports et qui écrit régulièrement à son commandement. Donc, la première chose qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir devenir officier, c'est l'écriture française, la langue française et l'écriture française. Et le français étant la langue internationale à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'exigence de maîtrise du français est
extrêmement forte. Et donc, la capacité pour un Africain de maîtriser un français magnifique et de pouvoir l'écrire est très faible s'il n'est pas allé à l'école. Alors, c'est justement dans les camps d'hivernage de Fréjus, les officiers vont commencer à mettre en place des formations pour sous-officiers, pour qu'ils puissent devenir officiers, mais le temps que ces formations soient matures, il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vraiment au moment de la Deuxième Guerre mondiale qu'on commence à avoir des officiers qui atteignent des grades de capitaine, et notamment c'est le capitaine Choéré qui sera massacré par les nazis. Mais très peu, en général, on a des lieutenants, et ces lieutenants perçoivent très vite que leur avancement est un avancement très ralenti. Et ils commencent à penser qu'il y a une discrimination à leur rencontre. Et tout ça va se sentir de façon plus importante dans les textes, dans ce qu'on appelle la sortie de guerre, c'est-à-dire le moment des recompositions où on commence à entendre des contestations. Alors, ce sont des choses, on a un petit peu de mal à trouver des archives, mais il y a une fameuse mutinerie en 1918-1919 à Marseille, la mutinerie du 10e RTS, régiment de tirailleurs sénégalais, qui semble avoir été piloté par des officiers qui étaient lieutenants, dont un qui était un des fils de Samori, qui avait réussi à devenir lieutenant, et qui se mutinent parce que d'abord on les envoie au Levant, ils n'ont pas envie de partir au Levant, ils veulent repartir en Afrique, chez eux, d'une part, et puis d'autre part, ils veulent être payés, ils veulent que leur solde leur soit payé. Et c'est toute la question des arriérés de solde, qui sont des caractéristiques, en fait, des tensions entre les soldats, les sous-officiers et les officiers, et qu'on retrouvera pratiquement dans toute cette histoire de colonisation, c'est-à-dire qu'ils sont payés après les autres. Alors vous parliez de sortie de guerre, l'émission va vers sa fin, encore un quart d'heure, et donc il nous reste un petit quart d'heure pour évoquer cette période qui est une période de déclin au fond, de plus de 40 années, enfin d'une quarantaine d'années, entre 1922 et puis les accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie. Alors, ça suppose de parler de la Deuxième Guerre mondiale, au moins un petit peu, et puis des conflits de décolonisation, mais quels sont les traits saillants de l'histoire des troupes coloniales sur ces 40 années qui signifient leur déclin ? Alors, le trait le plus important, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans une de vos questions, c'est qu'à partir du moment où les tirailleurs sénégalais sont engagés dans la Première Guerre mondiale et que des officiers métropolitains arrivent à commander des tirailleurs sénégalais indépendamment des problèmes de langue ou de l'usage du moyadi, enfin, cette langue qu'on appelle aussi le petit nègre, de 300 mots qui permet de communiquer. En fait, tout le monde se rend compte en métropole qu'on peut commander ces hommes et que ce sont des guerriers valeureux, enfin des soldats valeureux. Et à partir de ce moment-là, la spécificité même des troupes coloniales s'efface, puisque si un métropolitain qui n'est jamais parti en Afrique peut commander un Africain, il n'y a pas besoin d'une formation coloniale stricto sensu. Et c'est le début, et la couverture en témoigne, c'est le début de la compénétration. Alors ça a été des termes que j'ai trouvés dans ce travail, de la compénétration entre les troupes de l'armée d'Afrique et les troupes coloniales, c'est-à-dire la volonté de l'armée d'Afrique de finalement piloter tout le champ colonial et de le piloter à son profit, c'est-à-dire de récupérer les postes, de récupérer les financements, de récupérer les casernes et de récupérer aussi tous les éléments du recrutement. Et ça a été une très grande compétition pour les troupes coloniales de conserver leur spécificité, et elles vont pendant toute l'entre-deux-guerres se battre face à l'armée d'Afrique, qui est vraiment leur compétiteur principal, pour dire qu'eux ont une spécificité qui est le commandement de ces troupes africaines ou anamites que, en gros, l'armée d'Afrique n'est pas capable de commander. Et au fond, cette compétition va être assez difficile pour les troupes coloniales. Alors c'est pour ça aussi qu'ils ont leur revue de communication pour expliquer leur spécificité. Et finalement, ce qui va les sauver, en quelque sorte, en tous les cas pendant quelque temps encore, c'est la fameuse épopée Leclerc, avec cette idée qu'au fond, c'est depuis l'Afrique que la France métropolitaine, la France gaullienne, va pouvoir être sauvée. Et c'est cette idée que nous les Africains, qui allons une nouvelle fois sauver la France. Donc là, il y a une sorte de regain, mais ce regain ne va pas durer parce que on est à une époque où le général Delattre considère qu'il faut mélanger toutes les formations et qu'il n'y a pas de raison particulière d'avoir des spécificités et que surtout l'État français n'a plus les moyens de ses ambitions.
n'a plus les moyens de ses ambitions coloniales. Enfin, un certain nombre d'officiers l'ont déjà bien compris depuis très longtemps, et avec cette idée qu'il va falloir fusionner en fait l'ensemble de ces formations. Alors c'est de cette époque-là où on parle de moins en moins de troupes coloniales, mais d'armées coloniales. Hein, on a un vocable qui est beaucoup plus englobant et qui effectivement englobe à la fois ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Indochine et ce qui se passe en Afrique. Et ça devient pour les élites politiques un ensemble très compliqué à comprendre. Et nous, dans les archives, on voit très bien que ça devient pour tout le monde. On ne sait plus où est le cœur du système colonial. Et ce qui va finalement détruire tout ça, c'est la décolonisation. Donc les coloniaux, ceux des troupes coloniales, ont très tôt conscience que la décolonisation va se faire. Hein, Quand vous dites très tôt, dans les archives, vous percevez des dates à partir de lesquelles il y a une prise de conscience. 46, 47. Ceux qui sont à la manœuvre le comprennent dès l'entre-deux-guerres. Quelqu'un comme le général Gouraud le comprend dès 1925-1930. Il a compris que l'État n'investirait plus. Il le comprend, lui, quand il est gouverneur, haut-commissaire en Syrie au Liban, quand il voit la difficulté qu'il a à obtenir de l'argent pour installer la France en Syrie au Liban, alors même que le pouvoir politique lui demande de s'installer, il dit « Mais pourquoi voulez-vous que nous y soyons si vous mettez si peu d'argent ?» Donc, c'est une prise de conscience. Lyautey fait ce même raisonnement. Ça donnera lieu à cette fameuse note du coup de barre de 1920. Donc là, on voit bien que les responsables coloniaux ont assez vite conscience que la France n'a pas le moyen de ses ambitions. Hein, c'est plus cette prise de conscience la première. Mais c'est une question de prise de conscience relative aux moyens et non pas au sentiment que, de toute façon, un jour ou l'autre, les populations colonisées réclameront leur indépendance. Est-ce que ça, on le perçoit comme... Alors, on le perçoit dans l'approche de certains officiers qui sont plus progressistes que d'autres. Théophile Pelquin le dit. Il le dit en 1905. Il dit, de toute façon, un jour, il faudra partir. Donc, autant que ça soit nous qui forgions l'armée des Anamites. Et la théorie de Penquin est très intéressante parce qu'en réalité, Penquin est quelqu'un qui est très tôt dans un raisonnement de type soft power, qui est le raisonnement que l'on a eu d'influence plutôt que de domination. Lyautey participe aussi de ce raisonnement d'influence plutôt que de domination. Et après, chez les coloniaux, c'est très variable. Alors, il y a dans la sortie de Deuxième Guerre mondiale un certain nombre d'officiers qui comprennent que la recomposition du monde avec l'OTAN, avec des grandes structures, font que le système colonial va disparaître ou va se fondre dans ces grands ensembles et qu'il faut être en capacité d'assurer les transitions vers ces nouveaux grands ensembles. Mais ça n'est pas entendu par le pouvoir politique, tout simplement parce que le pouvoir politique lui-même est trop occupé par sa propre recomposition, avec un choix de sortie du régime parlementaire pour un système plus centré sur la personne de la présidence de la République. Donc, ce sont des cheminements que nous, on voit dans les archives, dans des lettres privées, sous couvert d'écritures qui sont parfois anonymes, mais qui ne remontent pas vers les plus hauts sommets de... Et ce qui me plonge... peut-être presque dans un abîme de réflexion, c'est que quand Axel posait la question en début d'émission de savoir s'il y avait une vision, au fond, large, politique, de la question de la deuxième colonisation, et vous répondiez, en fait, il n'y a pas vraiment de vision, enfin, il y a une espèce de mouvement historique qui nous porte, et on s'aperçoit que pour la décolonisation, on est à peu près dans la même situation d'absence de vision. On est un peu poussé par les événements, on est un peu dans le coup par coup, mais il n'y a pas cette vision non pas de sens de l'histoire, mais quel est le grand mouvement en cours et comment on va s'y préparer. On a l'impression qu'on y répond dos au mur. C'est exactement ça, c'est toujours dos au mur. Et alors, on a quelques individus qui se dégagent, comme Pierre Messmer, qui comprend un petit peu ce qui va se passer, qui comprend qu'il va falloir partir. Mais il n'est que très partiellement entendu. Mais en revanche, et c'est ça qui est très intéressant à voir dans les archives, c'est que les élites militaires, ce qu'on appelle aujourd'hui le père de l'arme au sein des troupes coloniales,
Dans la revue, on voit très bien, il se prépare à la décolonisation dès les années 50. La relation aux populations africaines change. Le regard ethnographique vis-à-vis des populations africaines change. On n'est plus dans un regard de domination. On a pris conscience de l'émergence des nationalismes et on sait qu'il va falloir faire des transitions vers des armées africaines qui sont en train d'apparaître. Et là, on voit très bien comment les chefs militaires coloniaux commencent à envisager les transferts de compétences vers les armées africaines qui vont donner tous les accords qui vont être signés au moment des indépendances, qui sont des accords de transfert de compétences quand ce ne sont pas des transferts de matériel vers ces armées africaines. Oui, il faut dire également que la période après la Deuxième Guerre mondiale, et on était dans l'époque de la guerre froide, des débuts de la guerre froide, et qu'il y avait aussi des enjeux de contrôle de ressources premières qui faisaient que certains ont peut-être été amenés à vouloir conserver des colonies sans vraiment beaucoup réfléchir à ce qu'ils pourraient en faire ultérieurement, mais uniquement pour empêcher l'autre partie, finalement, de prendre pied sur le territoire. En fait, ça, c'est l'histoire de la colonisation dans sa globalité. C'est-à-dire que ce que je trouve, à titre personnel, sidérant dans toute cette compétition coloniale, c'est à quel point cette compétition s'est faite par-dessus la tête des Africains. Toujours. C'est-à-dire que depuis le début, c'est une histoire de compétition entre les Français, les Anglais, puis ensuite les Allemands. Et les populations africaines, bien sûr, on ne leur a jamais demandé leur avis si elles étaient d'accord pour être dominées, mais c'est une constante jusqu'à la fin. On est dans une compétition européenne où l'Europe s'abîme en quelque sorte dans cette compétition, dans ces guerres dont on ne donne pas immédiatement le nom, et ne perçoit pas que, au fond, ça va lui coûter très cher en termes mémoriels. C'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes ces guerres coloniales, aujourd'hui, la France le paye au centuple. Et d'ailleurs, dans les propositions qui sont faites, qui émanent de toutes les élites africaines aujourd'hui, c'est vous allez payer et vous allez payer cher ce qui s'est passé. Et là, on remonte aujourd'hui jusqu'à l'esclavage et il y a des propositions qui vont dans ce sens. Donc c'est un problème effectivement qui n'a jamais été pensé globalement dans ce que les responsabilités à la fois de chacun des individus, et puis quand il y avait des responsabilités qui étaient patentes, on n'a jamais voulu les regarder clairement en face. L'affaire Voulet-Chanoine n'a jamais été jugée comme elle aurait dû l'être, les autres affaires non plus. Et on a toujours évacué à plus tard les règlements mémoriels que pourraient occasionner toutes ces histoires. Nous sommes aujourd'hui en plein dans tout ça. Juste pour nos auditeurs, mais je les renvoie à votre ouvrage sur les troupes coloniales, c'est que cette affaire Chanoine, elle pose la question des porteurs, oui. Entre autres. Donc c'est ces populations africaines qu'on utilisait dans les colonnes pour transporter un certain nombre de matériel, et que la relation plus que conflictuelle entre certains militaires français et puis ces populations soumises à des tâches ancillaires a abouti à de véritables massacres. Véritables massacres et qui questionnent naturellement, bien évidemment, ce que certains appellent la mission civilisatrice. Moi, encore une fois, je n'utilise pas ce terme parce que les militaires eux-mêmes ne l'utilisaient pas. Mais voilà, quand on procède à des recrutements manu militari, c'est l'expression consacrée, et qu'on massacre les populations, les chefs de village en particulier, qui ne voulaient pas laisser leurs hommes partir pour le portage. Alors, il s'agit simplement de préciser, le portage, donc, dans une colonne, il y a un porteur par combattant. Donc, 100 combattants égale 100 porteurs. Des espèces de Sherpas. Ce sont des Sherpas, voilà. Et ils sont là pour porter les armes dans des territoires difficiles. Et tout ça se négocie de gré à gré avec les chefs de village. Normalement, le portage est payé, pas très cher, mais il est payé. Mais à certains moments, les chefs de village ne voulaient pas participer à ce portage. Et dans l'affaire Voulet-Chanoine, c'est la fin de la conquête de la boucle du Niger dans la région du Mossi. Les deux officiers, lieutenant 1, lieutenant l'autre capitaine, pratiquent des massacres, des menaces et des abominations, et qui vont être relevés par l'autorité française, qui va missionner un officier français, le colonel Klopp, pour aller récupérer le lieutenant et le capitaine, et qui, là, vont créer une affaire dans l'affaire, c'est-à-dire qu'ils vont tuer leur officier supérieur. Mais cette affaire Voulet-Chanoine aurait pu permettre à l'armée, les troupes coloniales auraient dû
régler cette affaire par un procès. Il y avait eu un début de procès et puis ça s'est arrêté là, comme ça se faisait autrefois. Mais c'est pas spécifique à l'armée. L'Église a fait la même chose. C'est chaque corps a une façon de protéger en fait ses brebis galeuses, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat. Vous, les chanoines, ont été des brebis galeuses. Ils n'ont pas été les seuls, il y en a eu d'autres. Et moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait un jour une histoire des affaires coloniales pour que l'on ait une idée plus claire de toutes ces affaires. On gagne toujours à être en vérité. Moi, je note qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que l'universalisme républicain mène à la colonisation face à des éléments d'opposition monarchistes, voire légitimistes, qui ont plutôt une vision capétienne de la question française. Exactement, oui. Et qu'aujourd'hui, on est un peu à front renversé sur ces affaires-là. Et donc, parce que l'émission va s'achever, je voulais, madame, vous remercier pour cet ouvrage qui nous permet non pas de régler toutes les questions qui sont pendantes aujourd'hui, mais en tout cas de fournir des éléments de réflexion, des éléments d'éclairage sur des sujets où, au lieu de polémiquer parfois, eh bien on ferait mieux d'être animé par un seul souhait ou désir, c'est celui de faire la vérité, donc d'être lucide face à ce qui est lumineux, à ce qui est zone d'ombre dans notre histoire. Et moi, je ne peux, avec Axel, ne vous souhaiter qu'une chose, c'est de continuer à travailler sur ces questions-là pour faire en sorte que le débat national, voire international, eh bien, soit alimenté par des sources objectives qui permettent de faire tout simplement la vérité. Et moi, je crois que quand les historiens contribuent à faire avancer la vérité, ils font contribuer l'humanité tout entière. Et je crois que la France se doit finalement de regarder, avec ce qui est bien et mal, son histoire en face. Et avec cet ouvrage, honnêtement, je vous le dis de tout cœur, vous avez fait avancer ce qui est bien et lumineux. Et tous nos vœux vous accompagnent pour la suite. Mais ça a été un grand plaisir de vous recevoir et de converser. Non pas de vous interroger, mais de converser. Merci, messieurs. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs.